Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est dédiée au stage de Master 1 SME. Elle porte sur la présentation des fonctionnalités embarquées du projet de grande envergure intitulé Mouton Fugueur, rédigé et présenté par Shahlali Ramzi. Dans le cadre de notre projet, le GPS joue un rôle central. C'est en effet le composant qui permet de déterminer avec précision la position des animaux, et il est donc indispensable pour assurer un suivi en temps réel ainsi que pour déclencher des alertes en cas de sortie de zone. Avant de retenir un module spécifique, il est nécessaire de bien comprendre le principe de fonctionnement du GPS, puis d'examiner plusieurs critères techniques: la précision, la consommation énergétique, le temps d'acquisition du signal et bien sûr le coût. Cette analyse nous guidera vers le choix du module le plus adapté aux besoins de notre système. Mais avant d'aller plus loin, il est important de rappeler ce qu'est un GPS et comment il fonctionne. Le GPS, Global Positioning System, est un système mondial de navigation par satellite qui permet de déterminer la position géographique d'un objet ou d'une personne, partout sur Terre. Il s'appuie sur un réseau de satellites en orbite qui émettent en permanence des signaux. Un récepteur GPS capte ces signaux et calcule sa position grâce à un principe appelé trilatération. L'idée est simple. En mesurant la distance qui le sépare de plusieurs satellites, le récepteur peut déterminer ses coordonnées dans l'espace. Ces distances sont appelées pseudo-distances. Elles sont obtenues en comparant l'heure d'émission d'un signal par le satellite avec l'heure de réception par le récepteur. La différence de temps, multipliée par la vitesse de la lumière, donne une estimation de la distance. On parle de pseudo-distance, car elle inclut de petites erreurs, liées notamment à la précision de l'horloge du récepteur. En pratique, avec 3 satellites, on peut obtenir une position approximative, latitude, longitude, altitude. Mais pour corriger les erreurs de synchronisation de l'horloge, il faut au moins 4 satellites. Cela permet de résoudre un système d'équations qui donne une localisation précise. Ainsi, en combinant les informations de plusieurs satellites, le GPS fournit les coordonnées exactes d'un récepteur: latitude, longitude et altitude, que l'on peut ensuite exploiter dans des applications concrètes, comme le suivi en temps réel des animaux dans notre projet. Le GPS permet donc de déterminer avec précision une position grâce aux signaux de plusieurs satellites. Cependant, ce système n'est pas limité à une seule utilisation. Il existe différents types de GPS, chacun adapté à un contexte particulier et offrant un niveau de précision spécifique. D'abord, on retrouve le GPS civil. C'est celui qu'on utilise tous les jours, par exemple dans les voitures, les téléphones, les drones ou même les colliers GPS pour animaux. Sa précision tourne en moyenne entre 3 et 10 mètres, selon la qualité du récepteur et les conditions. Ensuite, il y a le GPS militaire. Il utilise les mêmes satellites que le GPS civil, mais il a accès à des signaux cryptés et beaucoup plus puissants, appelés le PI, un code, et le M-code. Ces signaux occupent une bande passante plus large, ce qui les rend plus résistants au brouillage et permet une correction plus fine des erreurs. De plus, la puissance d'émission est plus élevée, ce qui fait que les récepteurs militaires captent mieux le signal, même dans des environnements compliqués comme les montagnes, les forêts ou les zones de guerre. À cela s'ajoutent des horloges atomiques embarquées, qui assurent une synchronisation extrêmement précise et un système de correction en temps réel grâce à des stations militaires de référence. Grâce à tous ces éléments, la précision militaire peut descendre à quelques centimètres, alors que, pour le GPS civil, elle reste en moyenne entre 3 et 10 mètres. Un autre type, c'est le GPS différentiel, qu'on appelle aussi DGPS. Son rôle, c'est d'améliorer la précision du GPS civil en s'appuyant sur une station terrestre de référence dont la position est parfaitement connue. Concrètement, les satellites envoient leurs signaux à la fois aux récepteurs mobiles, par exemple un tracteur équipé d'un GPS, et à une station fixe. Comme la station connaît déjà exactement sa position réelle, elle peut comparer la position calculée avec la vraie et détecter l'erreur, qui peut venir de différents facteurs comme la dérive des horloges, l'ionosphère ou encore de petites erreurs orbitales. Ensuite, la station envoie une correction au récepteur mobile via une liaison radio, Internet ou le réseau cellulaire. Le récepteur applique cette correction et, grâce à ça, la précision passe d'une dizaine de mètres à seulement quelques centimètres. On a aussi le GPS intégré dans les objets connectés, ce qu'on appelle l'IoT. Ici, il est miniaturisé et intégré dans des dispositifs très compacts. On le retrouve par exemple dans les AirTags d'Apple
les Smart Tags de Samsung. Souvent, ce GPS ne fonctionne pas seul. Il est couplé à d'autres technologies comme le Bluetooth, le Wi-Fi ou le réseau cellulaire. L'idée, c'est d'améliorer la localisation en intérieur et surtout de prolonger l'autonomie de la batterie. Enfin, il existe le GPS scientifique. C'est le plus avancé et il est utilisé pour des applications comme la géodésie, l'étude des plaques tectoniques ou encore l'observation du climat. Sa précision peut descendre au millimètre près. Pour que le GPS fonctionne correctement, il faut comprendre deux choses. D'abord, comment le signal voyage depuis les satellites jusqu'au module GPS, puis comment ce module communique avec un microcontrôleur pour exploiter les données. Premièrement, les satellites GPS émettent leurs signaux sur la bande L1, à 1500 ou 75,42 MHz. Le module GPS capte ces signaux et, grâce à la trilatération, il calcule sa position et l'heure exacte. Ensuite, il transmet ces résultats sous forme de phrases standards, appelées NMEA, en texte ASCII, ou parfois en données binaires, comme le format UBX. Deuxièmement, le module communique avec le microcontrôleur. La méthode la plus courante, c'est l'UART, via les broches TX-RX en 3,3 ou 5 volts. On trouve aussi l'I2C, avec SDA et SCL, ou plus rarement le SPI. Les données sont envoyées de manière régulière, en général une fois par seconde, donc 1 MHz, mais certains modules rapides montent à 5 ou 10 Hz. Enfin, le microcontrôleur, que ce soit un Arduino, un STM32 ou un ESP32, lit ces trames et extrait les champs utiles, latitude, longitude, vitesse, cap, heure, etc. Ces informations peuvent ensuite être affichées, stockées, comparées ou même intégrées dans un algorithme, par exemple pour le suivi des animaux dans notre projet. Pour mieux comprendre, prenons un exemple concret d'une trame GPS du type GPRMC. Elle ressemble à ceci. Alors bien sûr, ça paraît compliqué au premier abord, mais en réalité, chaque élément a une signification précise. Tout d'abord, GPRMC, c'est simplement le type de trame, ici Recommended Minimum. Ensuite, on a 12 heures, 35 minutes et 19 secondes, qui correspond à l'heure UTC. La lettre A indique que la position est valide. Si c'était un V, cela voudrait dire invalide. Puis viennent les coordonnées. 48 degrés, 0,7 minutes, 0,38 secondes nord et 11 degrés, 31 minutes, 0,00 secondes est. Après ça, 22,4 indique la vitesse exprimée en nœuds. Et 84,4 correspond au cap vrai en degrés. On retrouve aussi la date. Le 23 mars 1994. Ensuite, 3,1 ouest pour la déclinaison magnétique. Enfin, 6A, c'est ce qu'on appelle le checksum, utilisé pour vérifier que la trame n'a pas été altérée. En résumé, une trame comme celle-ci permet de connaître en un seul coup d'œil la position, le temps, la vitesse et la direction d'un récepteur GPS. Et toutes ces informations peuvent ensuite être utilisées directement dans notre système. Comme nous l'avons vu, les données GPS brutes ne sont pas toujours parfaites. Elles peuvent contenir du bruit, des erreurs ou même des valeurs aberrantes. Pour améliorer leur précision et leur fiabilité, il existe plusieurs méthodes et algorithmes. Je vais vous en présenter quelques-uns. La première approche est le filtre de Kalman. C'est un algorithme mathématique qui permet de réduire le bruit et d'améliorer la précision en combinant plusieurs sources d'informations. Par exemple, on peut fusionner le GPS avec d'autres capteurs comme l'accéléromètre ou le gyroscope. Concrètement, il fonctionne en deux étapes. D'abord, une étape de prédiction, où on estime la prochaine position en utilisant un modèle de mouvement, puis une étape de correction, où on compare cette estimation avec la mesure GPS réelle et on ajuste le résultat. Au final, on obtient une position plus fiable que si l'on utilisait le GPS seul. Cependant, je fais une remarque importante. Cette méthode est surtout efficace pour un suivi en temps réel. Dans notre cas, comme on utilise un mode veille d'1 heure, elle n'est pas adaptée. En effet, entre deux acquisitions, le mouton peut parcourir une grande distance, et l'algorithme basé sur la dernière position risquerait de donner une estimation fausse. Une autre méthode simple est la moyenne glissante. Ici, on calcule la moyenne des dernières mesures GPS, par exemple les 3 ou 5 dernières positions, ce qui permet de lisser les données et de réduire les petites erreurs. Ça rend la trajectoire plus fluide et plus stable. On peut aussi utiliser une variante, la moyenne sur 3 acquisitions. Cette fois,
on prend seulement 3 mesures consécutives et on en calcule la moyenne. La différence, c'est que la moyenne glissante se met à jour en permanence, alors que cette méthode travaille juste sur un petit échantillon fixe. Enfin, une autre technique consiste à faire du filtrage des valeurs aberrantes, aussi appelée suppression des outliers. Le principe est simple. Si une nouvelle position est trop éloignée de la précédente, comme si le mouton avait parcouru une distance anormalement grande en très peu de temps, alors on rejette cette mesure et on ne garde que les positions plausibles. En résumé, il existe donc plusieurs façons d'améliorer la qualité des données GPS, depuis des algorithmes avancés comme le filtre de Kalman, jusqu'à des méthodes plus simples comme la moyenne ou le filtrage des outliers. Le choix du module GPS est une étape cruciale dans notre projet, car il conditionne directement la précision, la consommation d'énergie et donc l'autonomie de notre système de suivi. Mais au-delà de ces critères, il est indispensable de consulter attentivement la datasheet du module. Pourquoi ? Parce que certains paramètres techniques sont déterminants pour l'efficacité du système. Par exemple, le temps de démarrage à froid, aussi appelé Cold Start Time. C'est le délai nécessaire pour obtenir une première position quand le module démarre, sans aucune donnée en mémoire. C'est un indicateur clé de réactivité. Ensuite, le Warm Start et le Hot Start, qui représentent respectivement le temps nécessaire lorsque le module conserve partiellement ou totalement les informations satellites. Plus ces temps sont courts, plus le système est efficace dans des conditions réelles. On parle aussi de TTFF ou Time to First Fix, qui regroupe l'ensemble de ces délais avant d'obtenir une première position exploitable. Autres paramètres importants. La fréquence de mise à jour, appelée Update Rate. Par défaut, elle est souvent de 1 Hz, donc une position par seconde, mais certains modules montent à 5 ou 10 Hz. La précision de positionnement, généralement exprimée en mètres, qui dépend aussi de l'environnement. Ciel dégagé, zone urbaine ou intérieure. La sensibilité de réception, mesurée en dBm. Plus elle est élevée, plus le module capte des signaux faibles, ce qui améliore la localisation dans des environnements difficiles. Enfin, la consommation d'énergie. Il faut analyser ce que le module consomme en acquisition, en suivi et surtout en veille. Tous les modules n'offrent pas un vrai mode veille, et cela peut réduire fortement l'autonomie globale. Enfin, il faut aussi prendre en compte le nombre de canaux que le module peut traiter simultanément, car plus il en gère, plus la précision est robuste. Et les constellations supportées, GPS, GLONASS, Galileo ou Beidou. Un module multi-constellation permet de mieux couvrir toutes les situations et d'améliorer la fiabilité du suivi. En résumé, choisir un module GPS, ce n'est pas seulement comparer la taille ou le prix. C'est surtout analyser en profondeur ses performances techniques, sa gestion de l'énergie et sa compatibilité avec plusieurs constellations. Pour notre projet, nous avons choisi d'utiliser le module GPS TEL 0557 de DF Aerobot. Afin d'étudier son comportement, nous avons commencé par placer notre capteur sur une position fixe réelle. Ensuite, nous avons développé un programme permettant de récupérer les valeurs mesurées par le GPS et de calculer l'écart avec la position de référence. Les données obtenues étaient automatiquement enregistrées dans un fichier Excel grâce à un script Python que nous avons conçu. Première observation, la précision en fonction du temps. Juste après l'initialisation, la précision était relativement faible, comprise entre 100 et 40 mètres. Mais plus le temps passait, plus le GPS améliorait sa précision, grâce à la détection progressive d'un plus grand nombre de satellites. Deuxième observation, précision en fonction du nombre de satellites. Au départ, lors de l'initialisation, le module détecte entre 4 et 6 satellites. Puis, progressivement, ce nombre augmente. Nous avons remarqué qu'il fallait atteindre au moins 17 satellites pour obtenir une précision acceptable. Et au-delà de 20 satellites, nous sommes parvenus à une précision d'environ 2 mètres, ce qui est excellent. Troisième analyse, variance latitude-longitude. Nous avons aussi tracé la variance entre latitude et longitude après l'initialisation. Résultat, les méthodes classiques d'amélioration comme la moyenne ou le filtrage des valeurs aberrantes ne sont pas efficaces tant que le module n'a pas détecté suffisamment de satellites. Ensuite, nous avons travaillé sur l'optimisation énergétique. C'est un défi majeur, car les modules GPS consomment beaucoup, ce qui réduit fortement l'autonomie des dispositifs alimentés par batterie. Première solution testée, les fonctions Enable Power et Disable Power de la bibliothèque DF Aerobot. Mais, surprise, au lieu de réduire la consommation, le mode Enable Power consommait 42 000 Hz, donc plus que le fonctionnement normal, 26 à 31 000 mAh. Deuxième solution,
contrôler l'alimentation du GPS via le microcontrôleur. Avec un simple code Arduino, nous avons tenté d'alimenter le GPS directement depuis une broche. Mais la consommation était trop élevée et le GPS ne fonctionnait pas correctement. Nous avons alors essayé avec un transistor BJT en interrupteur. Cette fois, nous obtenions bien une coupure de courant, mais chaque rallumage imposait une réinitialisation complète du module, ce qui pouvait durer de 6 secondes à 1 minute. C'était trop long pour notre application. Troisième approche, l'utilisation des commandes PMTK propres à la puce GPS intégrée, la L65A. Nous avons réussi à la mettre en veille et à la réveiller. Cependant, la consommation du module restait plus élevée que prévu. En fait, le problème venait du circuit intégré qui convertit l'UART en I2C. Ce circuit reste actif et consomme inutilement. Solution envisagée, travailler directement en UART et supprimer le circuit de conversion afin de réduire la consommation. Nous avons donc conçu un circuit PCB personnalisé intégrant directement la puce L76K sur notre carte finale pour mieux contrôler l'énergie consommée. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Pour conclure, je voudrais rappeler un point essentiel. Le choix du module GPS est une étape cruciale dans la conception d'un système de suivi. Bien sûr, on prend en compte des critères classiques comme la taille, la consommation d'énergie, la précision ou encore le coût. Mais il est tout aussi important d'aller plus loin et d'analyser attentivement les spécifications techniques de la datasheet. Des paramètres comme le temps de démarrage, la sensibilité de réception, la précision en fonction du nombre de satellites, ou encore la consommation dans les différents modes de fonctionnement, influencent directement la fiabilité et la durabilité du projet. En résumé, un module bien choisi permet non seulement d'assurer un suivi précis et robuste, mais aussi d'optimiser l'autonomie énergétique du système. Le choix final doit donc toujours être un compromis réfléchi entre performance, consommation et contraintes budgétaires, en cohérence avec les objectifs du projet. Merci pour votre attention.